Only in America. Telle était la phrase culte du promoteur de boxe le plus célèbre de l'histoire, Don King. Et oui, aujourd'hui dans ce podcast, on va parler justement de Don King, qui est, comme je viens de le dire, le plus célèbre promoteur de boxe de l'histoire, à tel point que c'est même une plus grande star si on regarde que beaucoup de boxeurs. Et quand on s'intéresse à ce personnage, on se rend compte qu'il incarne en fait tout ce qu'il peut y avoir de plus beau dans la boxe et tout ce qu'il peut y avoir de pire dans la boxe. Donc c'est un personnage vraiment fascinant et je pense qu'il était temps qu'on revienne dessus. Donc c'est parti sur Don King. Alors Don King qui est né Donald King le 20 août 1931 à Cleveland et il est né dans la misère. Vraiment c'est un des bas quartiers et très défavorisé. Son rêve à Don King c'était de devenir avocat à la base parce qu'il a toujours eu le petit Donald un sens de la parole, il savait bien s'exprimer et il rêvait de devenir avocat. Et c'est en ce sens qu'il s'est inscrit à la fac de droit à 18 ans du coup. Sauf que voilà, pour se faire de l'argent, Donald, en fait, il va accepter une combine de son frère Connie en jouant en fait les bookmakers, en devenant bookmaker pour une loterie de leur quartier, une loterie qui était évidemment illégale. Et au final, King il va se révéler assez habile puisqu'il va vendre beaucoup de tickets et ça va être un petit succès. Ça va être un succès à tel point en fait qu'il va décider d'abandonner ses études de droit pour se focaliser sur les loteries illégales. Il va monter ses propres loteries et ça va marcher à tel point que très jeune en fait son affaire va prospérer et il va se mettre à ouvrir des bureaux de paris un peu partout dans Cleveland. Le 2 décembre 1954, alors qu'il a 23 ans, Don King va se produire un événement dans sa vie, un meurtre, le meurtre d'Hilary Brown. Et en fait, il y a plusieurs versions de cette histoire. L'une des versions, c'est qu'en fait, Don King, il était dans sa maison et qu'il y a 3 malfrats qui sont venus dans sa maison pour le cambrioler. Lui était armé, il a sorti une arme et a abattu un des cambrioleurs, en fait. L'autre version de l'histoire, c'est qu'en fait, on aurait essayé, au contraire, ces 3 gars auraient essayé de s'en prendre à un de ses bureaux de Paris qu'il avait monté. Et là encore, en fait, il cherchait à vider la caisse, lui est intervenu, a sorti une arme et a abattu un des braqueurs. La dernière version qu'on a, c'est que ces 3 gars, en fait, étaient sur une combine avec lui et avaient essayé de l'escroquer. Et King, il s'est rendu compte de l'escroquerie, les a confrontés. Les 3 gars ont donc essayé, en se voyant pris, de s'en prendre à lui physiquement. Il a dégainé une arme et il en a abattu un d'eux. Dans tous les cas, ces versions-là, quelle que soit la version, on en arrive toujours au meurtre de Hillary Brown. Et tout ce qui va se passer en tout cas, c'est que Don King va plutôt bien s'en sortir puisque c'est la légitime défense qui va être retenue dans tous les cas. Et donc il ne fera pas de prison suite à cette affaire, Don King. Alors après cette histoire, il va faire gonfler vraiment son business, King. Ça devient vraiment un homme avisé qui a notamment beaucoup de parts dans des entreprises dans tout l'Ohio. Et en fait, il se met même à gérer des salles de jeux clandestines. Donc c'est vraiment un gars qui connaît les ficelles du métier et du milieu, on va pas se mentir. Et du coup, il va commencer vraiment à bien prospérer. À tel point qu'en 1959, il va monter un club Don King, le Corner Tavern, qui a donc à Cleveland sa ville d'origine. Et ce club, il a pour particularité de promouvoir en fait la musique de la culture afro-américaine. Et à cette époque-là, donc, il se met à inviter des artistes un peu cotés, vraiment. Et de plus en plus, il y a des artistes très bons qui viennent. Et c'est là notamment qu'il va y avoir Lloyd Price. Et justement, Lloyd Price, qui n'est pas encore aussi connu qu'il le deviendra par la suite, il va se lier d'amitié avec Don King. Les deux vont devenir très amis en fait, ils seront souvent ensemble. Souvent, Lloyd Price en fait était au Corner Tavern. Le 20 avril 1966, il va y avoir une autre affaire dans laquelle va être impliqué Don King. Il va s'embrouiller en fait avec un de ses anciens employés, un certain Sam Garrett. En fait, Don King, il accusait Garrett de lui devoir de l'argent et Garrett, il refusait de payer Don King sous le prétexte qu'en fait, Don King apparemment lui demandait des intérêts exorbitants qui n'avaient pas été définis, il l'a traité de voleur quoi. Et qui apparemment ça a dégénéré et King en fait va littéralement tabasser Garrett du coup et il va littéralement le piétiner à mort. Donc c'est quand même un acte assez fou quand il réfléchit. Donc deuxième meurtre pour Don King. Et cette fois-ci, évidemment, là, la légitime défense ne peut pas être retenue pour le sauver. Ceci dit, il va quand même très bien s'en sortir, Don King, puisqu'en fait, c'est l'homicide involontaire qui va être retenu. Donc du coup, il sera condamné seulement à une peine de 4 ans, qui va purger donc à la fin des années 60. Don King, du coup, il sortira de prison au tout début des années 70. Et à ce moment-là, en fait, à sa sortie de prison, donc, il y a sa femme, évidemment, qui l'attend. Et il y aura son vieil ami Lloyd Price, donc, qui depuis est devenu une star.
Et voilà, donc il vient le chercher à sa sortie de prison. Et du coup, Don King, début des années 70, il reprend son petit business et notamment la gestion du Corner Taverne. Mais ces années 70, évidemment, il n'échappe pas à tout ce qui se passe, Don King. Et il remarque une chose, c'est que c'est une très grande période, il y a un sport qui est très mis en avant, c'est évidemment la boxe. Notamment la boxe poids lourd. Il y a notamment une superstar, évidemment, qui est Mohamed Ali. Mohamed Ali, on parle de lui. En 1971, on a eu le combat du siècle avec Joe Frazier, alors que Ali perd, mais c'est un combat de fou. Et en fait, en 1972, Ali nous fait une année exceptionnelle. Il sera d'ailleurs élu boxeur de l'année. Il y a beaucoup d'événements. Et puis voilà, il y a le personnage Mohamed Ali que vous connaissez. Donc il y a vraiment un gros boom sur la boxe poids lourd. Et Don King, il se dit, il y a peut-être moyen de profiter de ça. Il y a peut-être aussi moyen, en fait, de pouvoir faire quelque chose avec la boxe et notamment avec Mohamed Ali. Et il va avoir une idée. En fait, Don King, il a eu vent qu'il y a un hôpital afro-américain de Cleveland qui menace de fermer ses portes faute de moyens. Et en fait, il décide, lui, d'organiser un événement caritatif pour réunir des fonds et sauver cet hôpital. Donc Don King, c'est quelqu'un qui, mine de rien, a le sens du spectacle. Donc en fait, il a prévu un défilé dans cet événement caritatif, un défilé de mode et un concert avec des grands noms de la culture afro-américaine. Il va réussir à faire venir quand même des gars comme Marvin Gaye, Wilson Pickett ou encore Lou Rawls. Donc il arrive à réunir du beau monde, mais le clou du spectacle, pour lui, ça doit être Mohamed Ali qui fait un ou plusieurs matchs d'exhibition devant le public. Ça serait fabuleux, ça ramènerait du monde puisque c'est la star Ali du sport actuel, la boxe est en plein boom, ça serait fabuleux. Sauf que comment avoir Ali ? En fait, justement, il se trouve que Lloyd Price, ami de Don King, est aussi devenu un grand ami de Mohamed Ali. Et Don King va donc passer par Price pour lui demander en fait de les mettre en contact et de voir si Ali accepterait du coup de participer à son événement. Donc ils vont entrer en contact et King, qui est un très très bon parleur, en fait il va dérouler vraiment un flot de paroles à Ali. Et c'est vrai que Ali va accepter de participer, qui plus est, Ali, on sait que c'était quelqu'un qui était très engagé pour la communauté afro-américaine, donc quand on lui dit événement caritatif pour sauver un hôpital afro-américain qui menace de fermer, il accepte de suite. Donc, il a déjà l'aval d'Ali. Le truc, c'est que Don King, évidemment, il n'a absolument aucune expérience dans la promotion de la boxe. Et à ce moment-là, il va être malin, il va faire appel à un certain Don Elbaum. Don Elbaum, c'était un promoteur de boxe qui était très connu à Cleveland, qui était basé à Cleveland, donc la même ville que Don King, là où donc on prévoit d'organiser l'événement pour sauver l'hôpital. Et c'est un promoteur qui était quand même assez capé, puisqu'il avait quand même géré les fins de carrière de Willie Pep et de Sugar Ray Robinson. Donc c'est quand même pas rien, le gars a du métier. Et grâce à lui, il va pouvoir monter ce match d'exhibition, tout en montant évidemment les événements à côté, c'est-à-dire le défilé de mode et le concert. Et cet événement, ça va être un immense succès. D'ailleurs, vous pouvez retrouver des images, la célèbre séquence où Ali, vous savez, il est dans le coin, qu'il a les mains sur les cordes et qu'il esquive une série de coups juste avec le buste, qui est assez célèbre, ça vient justement de ce match d'exhibition. Donc ça va être un énorme succès cet événement. Ceci dit, il semblerait qu'au final, très peu de fonds vont se retrouver à l'hôpital. Donc beaucoup pensent que c'est parti dans les poches directement de Don King. Et ça, c'est une chose qu'il faut préciser que Mohamed Ali ignorait à l'époque. Il l'aurait découvert bien plus tard, mais à l'époque, il n'a pas eu vent de ce détournement de fonds. En tout cas, il semblerait que l'hôpital en ait touché très peu sur cet événement. Donc du coup, c'est-à-dire que King là a quand même réussi un gros coup. Et ça l'intéresse, il se dit, ça serait bien, je pense, me lancer dans la promotion de la boxe, parce que c'est un sport en plein boom. Il a son premier événement, qui était une exhibition, a fonctionné, donc il se dit, pourquoi pas continuer en fait. Et du coup, en fait, il se lance vraiment dans la promotion de boxe. Il reste en fait en partenariat, il va créer un partenariat avec Don Elbaum, qu'il avait aidé à monter l'événement. Et ils vont se mettre à monter des petits galas à Cleveland de boxe. C'est pas des gros matchs, c'est des petits galas une fois encore, mais bon, voilà, il fait son petit train de promoteur. Ceci dit, Don King aussi, par cet événement d'exhibition, il a réussi à se rapprocher de Mohamed Ali, la superstar. Et le rêve ultime pour lui, c'est de devenir le promoteur d'Ali. Et on va dire qu'il place bien ses pions. Parce que Don King, il arrive avec des discours sur les Noirs américains qui séduisent beaucoup Ali, qui est dans cette lutte, mais également Nation of Islam, et notamment Herbert Mohamed, le manager de Mohamed Ali, qui est les deux, je veux dire, que ce soit Herbert Mohamed ou Mohamed Ali, sont très réceptifs au discours de Don King, qui en gros leur dit, voilà, vous êtes mes frères noirs, moi je suis noir comme vous,
vous vous laissez exploiter par des blancs alors qu'on pourrait faire notre business entre nous, entre frères noirs. Et c'est un discours, vous vous doutez que ça trouve beaucoup de résonance aux oreilles de Ali ou de Herbert Mohamed. Le problème, c'est qu'ils sont en promotion avec Bob Arum. Et Bob Arum, qui n'est pas vraiment dans leur culture, c'est-à-dire Bob Arum, donc blanc, de confession juive, mais Bob Arum, c'est quand même dans le milieu une pointure. Donc ils se disent, on ne peut pas non plus larguer Bob Arum pour aller avec Don King, qui n'est qu'un petit promoteur sans envergure. Et en plus, bon, on est sous contrat avec Arum, donc c'est compliqué. Toujours est-il qu'il commence à tisser sa toile un petit peu, le Don King. Mais il a aussi conscience d'une chose, c'est que Ali, c'est la superstar, mais le champion des poids lourds, ça reste Joe Frazier, qui a battu Mohamed Ali. Donc Don King, il se dit, il faudrait aussi que j'arrive à me rapprocher de Frazier. Et donc en fait, il va l'apprendre que Frazier, il doit s'envoler il doit aller en Jamaïque en fait, pour aller défendre son titre dans un combat face à George Foreman. Donc qu'est-ce qu'il fait Don King? Lui aussi, il s'envole pour la Jamaïque et il va aller rentrer en contact avec Joe Frazier, qui est largement favori pour écraser Foreman dans ce combat. Et en fait, il va essayer de se rapprocher du champion. Donc ce combat, il est assez intéressant d'ailleurs parce qu'il est organisé du coup à Kingston en Jamaïque. C'était la première fois pour un championnat du monde de poids lourd qu'on organisait ça en Jamaïque. C'est d'ailleurs assez rare que ça sorte des limites des USA et les champions du monde poids lourd. On se souvient qu'il y en avait eu un à la Havane entre Jack Johnson et Jess Willard. Mais en principe, l'événement reste aux États-Unis et bon, notamment New York, souvent est très prisé. Et là, c'est vrai qu'en fait, c'est en fait un très grand promoteur, Lucien Chen, qui avait notamment été impliqué dans la carrière de Sugar Ray Robinson et qui était jamaïcain, qui a décidé d'organiser ça à la capitale de la Jamaïque et il a appelé cet événement le Sunshine Showdown. Alors pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est quelque chose qui va rester dans la tête de Don King, cet événement, parce que c'est ça qui faisait un peu sens. Frazier-Foreman, oui, c'était un gros combat, mais tout le monde disait Frazier va écraser Foreman. Le fait est de l'organiser à la Jamaïque, à Kingston, ça donnait un petit plus, quoi. C'était vraiment le côté événementiel. En tout cas, King il va parvenir à entrer en contact avec Frazier et il va se rapprocher de lui, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas il va y arriver, puisqu'au final il va se rendre au combat dans la limousine de Joe Frazier. Donc c'est quand même assez incroyable. Au final, sur le ring, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être ce qu'on a baptisé la boucherie de Kingston. Surprise pour certains, alors certains l'avaient vu venir, notamment je crois que c'est Joe Louis qui en avait parlé, mais Foreman va littéralement pulvériser Frazier. Voilà, ce combat est très célèbre, il va l'étaler en 2 rounds après l'avoir envoyé 6 fois au tapis. Et Don King, il va aller féliciter Foreman et justement, il va repartir du combat dans la limousine de Foreman. Donc pour vous dire à quel point le gars, il sait se placer, à quel point... Mais voilà, il a le truc, il a le sens de la communication, il sait se placer. Alors, ça a fait beaucoup parler cet événement, il a un peu reproché cette infidélité quand même à Don King, qui ne sera pas du tout la dernière de sa carrière, où il arrive avec Frazier, repart avec Foreman. Et c'est à ce moment-là que Don King, il avait prononcé sa célèbre phrase, il dira « Je suis arrivé sur le ring avec un champion et je suis reparti avec un champion ». Donc là, vous avez un petit peu toute la philosophie de Don King. Donc à partir de là, Foreman, ça devient une superstar. Et coup de bol, Don King il a réussi à se rapprocher de lui. Et à ce moment-là, tout le monde rêve d'un super combat entre George Foreman, le nouveau champion, et Mohamed Ali, qui est la superstar, qui est sur un retour d'ailleurs, qui a enchaîné les victoires. Donc tout le monde attend ce combat. Le monde de la boxe veut le voir. Et évidemment, Don King, il a un rêve, c'est de l'organiser. Qui plus est, il a une bonne relation avec Ali et avec Foreman. Sauf qu'une fois encore, Don King, c'est un petit promoteur qui n'a fait qu'organiser des petits galas à Cleveland. Donc il n'a pas beaucoup de chance d'organiser ça. Qui plus est, Bob Arum, le promoteur officiel d'Ali, il est sur le coup. Il propose à chacun des combattants 2,5 millions de dollars pour s'affronter, ce qui est une somme énorme à l'époque. Il faut savoir que c'était exactement la même somme qui avait été proposée à Ali et à Frazier pour leur combat du siècle en 71, qui était à ce moment-là le plus gros combat en termes financiers qu'on ait proposé. Donc évidemment, à Rome, il a des moyens, il a des grosses ressources financières, il arrive avec cette offre. Et Don King, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver lui en disant, moi, aux 2 boxeurs, je leur propose à chacun le double. 5 millions de dollars à chacun. Donc véritable coup de bluff, quoi. Et coup de bluff qui va réussir, parce qu'en fait, les 2 boxeurs vont accepter de signer une promesse pour s'affronter sous l'organisation de Don King, dans un combat organisé par Don King. Il arrive à leur faire signer cette promesse de s'affronter en échange lui d'une promesse de 5 millions de dollars à chacun. Donc là, on peut dire que c'est un coup de bluff qui a vraiment réussi, un énorme coup de bluff, parce que Don King, évidemment, une fois encore, c'est un petit promoteur sans envergure,
il n'a absolument pas les moyens de déverser de telles bourses. Et c'est ça la question, c'est que certains se disent mais où il va aller chercher une telle somme? Et bien après le coup de bluff va venir le coup de poker de Don King qui est assez incroyable. Il va avoir une idée, Don King, c'est d'aller un petit peu démarquer tous les dirigeants mondiaux les plus impopulaires. Il va notamment de se rapprocher de Mobutu qui dirigeait à l'époque le Congo et qu'on disait qui va justement rebaptiser le Zaïre. Et c'est vrai que Mobutu c'était une figure très controversée qui était décrit comme un dictateur sanguinaire. Et il y a un truc qui va faire tilter Don King, c'est que non seulement c'est un dirigeant impopulaire qui a besoin un peu de regonfler l'image de son pays, mais en plus Mobutu il avait entamé un processus qu'il avait appelé la zaïrianisation, qui était en fait le fait de redonner un petit peu à l'Afrique, de réinsister sur les origines de l'Afrique, notamment du Congo, désormais Zaïre. Et forcément Don King il s'est dit mais attends, tu organises le combat, le championnat du monde poids lourd, donc ce qui se fait de mieux en termes d'impact médiatique dans le sport, qui plus est entre deux athlètes noirs, originaires en fait aux origines d'Afrique. Et évidemment Mobutu, ça le séduit cette idée. Ça le séduit parce qu'effectivement ça met en avant son pays dans le monde et ça colle avec son idée de zaïrianisation. Du coup Mobutu, il accepte, en fait il dit à Don King, moi j'accepte de payer les 10 millions de dollars, donc 5 millions à chacun des boxeurs pour organiser l'événement chez moi. Et King, il va réussir à lui faire signer ça à Mobutu. Donc là c'est quand même un coup qui est exceptionnel, qui était très audacieux mais exceptionnel, d'aller chercher les fonds, d'avoir cette idée d'aller chercher les fonds auprès d'un dirigeant impopulaire mondialement. Et Don King à ce moment-là il affirme, au moment où il arrive à faire ça, qu'il y a un signe pour lui divin, c'est que ses cheveux se mettent à se dresser tout droit sur sa tête. Et il dira que voilà, il avait été chez des barbiers notamment et qu'on ne pouvait pas couper ses cheveux ni les peigner, il n'y avait pas moyen, il restait en place et qu'un barbier se serait même électrocuté en essayant de le coiffer. Voilà, donc ça c'est la légende des cheveux de Don King. Alors il y a une autre source qui dit qu'en fait c'est une idée de Lloyd Price du coup, qui avait conseillé, qui avait vu qu'il avait les cheveux assez raides et qui avait conseillé en fait de les dresser comme ça sur la tête. Enfin voilà, c'est vrai que ça va être de la légende de Don King parce que c'est un personnage qu'on repère évidemment immédiatement à cette coupe de cheveux assez particulière où effectivement ils sont dressés sur la tête et ça lui donne effectivement un côté un peu mystique à Don King. En tout cas, à ce moment-là, voilà, Donald King devient véritablement Don King. Et là, il peut organiser le super combat, sauf que avant ça, George Foreman, il est tenu d'affronter Ken Norton, qui est son challenger obligatoire. Et King, il se dit très bien, moi j'aimerais bien organiser ce combat, sauf qu'une fois encore, il n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va user exactement du même procédé. Cette fois-ci, ça sera avec le gouvernement du Venezuela, qui en fait va lui garantir de bonnes bourses pour les boxeurs, mais mieux, il va lui promettre en fait une exonération de taxes sur les bourses des boxeurs. Donc Don King, elle arrive avec cette offre face à George Foreman et Ken Norton, ils disent on signe avec toi. Et c'est là qu'il va organiser le fameux Caracas Caper, puisque le combat a lieu au Venezuela, à Caracas du coup, et ça s'inspire évidemment beaucoup du Sunshine Showdown qu'avait monté Lucien Chen en fait en Jamaïque. Clairement il s'inspire de ça, Don King. Et là donc on a le Caracas Caper, combat à Caracas, où on va voir Foreman détruire Norton en 2 rounds, comme Don King en fait l'espérait d'ailleurs, parce qu'il se disait il faudrait pas que quand même Norton me batte Foreman et qu'on annule un combat avec Ali, mais bon, on était assez serein sur les chances de Foreman et ça se confirme. Alors tout se passe comme prévu, pas tout à fait quand même, puisque au final, le gouvernement vénézuélien va décider d'imposer des taxes de 18% sur les bourses des boxeurs, alors qu'ils avaient promis de ne pas mettre. Ça va même aller loin, puisqu'en fait, à l'aéroport, on va bloquer Ken Norton et George Foreman et on les empêche de quitter le pays tant qu'ils n'ont pas payé cette taxe. Bon, au final, ça n'a pas entravé plus que ça l'organisation de Don King par la suite, puisque l'année suivante, pas l'année suivante, on était déjà en 74, cette même année, Don King il va organiser ce fameux combat Ali Foreman, le fameux Rumble in the Jungle, donc qui est son chef-d'œuvre, qui s'organise à Kinshasa, au Zaïre, donc du coup à l'époque. Et c'est vrai que c'est le chef-d'œuvre de Don King, je ne vais pas forcément revenir dessus, vous connaissez tout ça, il y a eu des documentaires qui ont été faits dessus. Mais c'est important d'en parler, outre le fait que c'est un énorme événement qui fait parler dans le monde, parce que le fait que Don King ait déplacé ça en Afrique, oui, il a réussi à obtenir les fonds de Mobutu, mais autre chose, c'est qu'en fait, ça devient un événement mondial. Alors, c'était déjà le championnat du monde poids lourd, ça a toujours été un événement mondial,
Mais là, d'aller faire ça en Afrique et tout, c'était quelque chose, tout le monde en parlait, quoi. Tout le monde disait, ah ouais, c'est un peu le retour, on nous vendait ça un petit peu comme le retour aux sources, les athlètes afro-américains qui reviennent un peu à leur berceau africain d'origine. Il y avait tout un truc de communication et ça a marché mondialement. Et là où Don King, en fait, il a été assez malin, c'est qu'il a profité de cette exposition pour lui se mettre sous les projecteurs. Et avec sa coupe de cheveux, une fois encore, tu ne pouvais pas le manquer. Et c'est vrai que c'est un gars qui s'exprime tellement bien que du coup, ça devient une star, Don King, à ce moment-là. C'est la première fois, je crois, qu'un promoteur autant tarifé. On avait eu Tex Richards quand même dans les premières années de la boxe, enfin, du début en tout cas du XXe siècle, ce que je veux dire. Bob Arum, tu vois, à cette époque-là, il n'était pas encore aussi connu. Don King, là, ça devient vraiment une star. Parce que, une fois encore, il a sa personnalité, il a son allure, et il faut l'entendre parler. C'était justement, quand on voit des documentaires à l'époque sur ça, ou à des moments, des interviews, il cite de tête du Shakespeare, Don King. C'est 100% de la com, mais tu vois le truc, c'est-à-dire que Don King, c'est quand même quelque chose, quoi. Le gars, il est incroyable, quoi, pour vendre ses trucs. Et donc cet événement est un énorme succès, alors qui plus est avec le narratif, c'est-à-dire Mohamed Ali qui n'est pas favori mais qui bat Foreman et qui récupère le titre, c'est énorme, quoi, c'est énorme, ça met d'autant plus de lumière sur l'événement. Et qui est le chef d'orchestre de cet événement, qui en est le fondateur, l'architecte, c'est Don King évidemment, qui là devient mondialement célèbre et qui commence forcément à remplir son portefeuille, puisque je vous rappelle qu'ils ont des parties prenantes, évidemment les promoteurs ils font pas ça gratuitement. Et en 1975, du coup on se dit, peut-être qu'il faudrait régler définitivement la rivalité Ali-Frazier en organisant un troisième combat. Là encore, les promoteurs sont sur le coup. Et là encore, Don King, il va damer le pion à tout le monde de la même façon. Il va cette fois-ci se rendre à Manille. Il va aller voir Ferdinand Marcos, qui était à l'époque donc le dirigeant des Philippines. Et il va lui dire, moi on organise ça à Manille si tu veux. Le gars a vu à quel point ça a marché, à quel point mondialement ça a été incroyable pour le Zaïre, le fameux Rumble in the Jungle. Il dit, pas de problème, on fait ça. Et Don King, une fois encore, obtient des bourses records pour les deux boxeurs. Et ils organisent ça à Manille, le fameux Sri Lanka Manila. Il y a même d'autres promoteurs, je sais qu'à cette époque-là, je crois qu'Ali, à un moment donné, il va combattre en Indonésie. Il me semble il y avait des destinations qui sont choisies parce qu'il y a des gens qui se mettent à imiter Don King parce qu'il s'est dit, il a trouvé un gros filon, mais c'est vrai que lui, il a le truc, quoi. Il a le truc, c'est pas tout le monde qui peut aller négocier avec des dirigeants des dirigeants controversés et leur dire, en gros, à des dictateurs ou quoi, leur dire, ouais, voilà, moi je pose de l'argent sur la table, enfin, ou tu poses de l'argent, sur la table, et moi je te organise un super événement, quoi. Donc une fois encore, il va organiser le Sri Lanka Manila, Manille, Ali Frazier 3, combat qui plus est sera dantesque, donc mise en avant de la lumière exceptionnelle. Une fois encore, c'est une très très grande réussite de Don King, qui là devient, en fait, le promoteur de boxe, le meilleur promoteur de boxe en peu de temps. Si vous regardez, il rentre dans le business en fait en 1972, en 1975, c'est déjà le plus grand promoteur de boxe au monde, même devant Bob Arum. C'est ça qui est fou parce qu'il a mis la main sur les plus gros événements de la boxe poids lourd à l'âge d'or de la boxe poids lourd. Donc là, c'est absolument incroyable. Et si on parle d'ailleurs d'âge d'or de la boxe poids lourd, Don King en est quand même, c'est aussi dû à l'implication de Don King, je veux dire. Ces événements sont restés dans la tête de tout le monde. En tout cas, à partir de là, lui, il se fait beaucoup d'argent, Don King, et maintenant, il peut même organiser le championnat du monde poids lourd. Les gros événements, il peut les faire à Las Vegas. Ça y est, c'est devenu un promoteur dans le milieu, comme je vous dis, le meilleur même promoteur du milieu. Donc franchement, il faut dire qu'il a réussi un coup incroyable, Don King, ça, il faut lui reconnaître ça. Alors en 1977, d'ailleurs, il y a une nouvelle affaire de Don King, enfin une nouvelle organisation de Don King qui va être assez intéressante. Il va décider en fait d'organiser un tournoi qui soit un petit peu sous l'égide patriote américaine suite au succès des boxeurs américains en 1976 au JO c'était au JO de Montréal. Donc on avait eu les frères Spinks qui avaient été médaillés d'or, on a eu évidemment Sugar Ray Leonard, on avait Howard Davis. Donc il y avait eu quand même une bonne cuvée de boxeurs américains et Don King, il a surfé un petit peu sur ça, c'est-à-dire qu'il y avait un élan patriotique, à dire regardez, nos boxeurs ils ont réussi face aux Cubains, face aux Soviétiques. Et il va décider d'organiser Don King un tournoi de prospects, donc de futurs espoirs, en fait justement pour déceler qui sera un petit peu l'avenir de la boxe. Et en fait il décide d'organiser un tournoi assez balèze, puisque ça se fait dans 8 catégories. Il y a 8 catégories quand même où ça va se jouer.
c'est assez énorme. Donc 8 tournois un peu en sorte par catégorie, entre des prospects et pour dessiner les futurs espoirs de la boxe. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et ça intéresse la chaîne ABC qui décide d'investir 1,5 million de dollars là-dedans. Donc c'est pas rien. Et c'est le premier tournoi organisé par Don King, en sachant que le tournoi, c'est pas un format qui est beaucoup utilisé dans la boxe. On sait que c'est difficile, notamment quand tu as des boxeurs qui se blessent. C'est difficile de tenir un calendrier en fait. Mais lui, il se lance là-dedans. Une fois encore, il y a des gens qui viennent investir. J'ai parlé de ABC. Et en fait, il va faire un truc assez fou aussi, c'est qu'il va faire un partenariat pour ce tournoi avec Ring Magazine. Et en fait, il va leur demander de désigner les participants du tournoi sur un système de notation. C'est-à-dire que comme Ring Magazine, il faisait des classements, il suivait les boxeurs, ils notent plus ou moins les boxeurs, ils vont dire, dans cette catégorie, on pense que dans les prospects, il y a ceux-là, et voilà, c'est eux qu'on sélectionne pour le tournoi. Donc forcément, petit à petit, les lecteurs de Ring Magazine découvrent ceux qui vont être les participants du tournoi. Et Don King, une fois encore, sans ce spectacle, il choisit des lieux totalement inhabituels pour ce tournoi. Notamment, il y a des combats qui vont être disputés sur un porte-avions au large des côtes de Floride. Il va y en avoir un dans une prison d'État, il va y en avoir un dans un campus militaire, enfin plein de trucs comme ça. Là encore, il n'y a que Don King pour faire des trucs comme ça. Et ça dynamise un tournoi de prospects qui en soi n'aurait pas forcément intéressé les foules. Mais là, il y a toute une hype qui se crée autour de ce tournoi. Sauf que là, c'est Don King, et Don King, comme vous le savez, ça vient d'un certain milieu, et il y a souvent Guy sous roche avec Don King. Et on va en découvrir, c'est qu'en fait, pour ce qui est de partenariat avec Ring Magazine, c'était plus particulièrement un partenariat avec un des auteurs de Ring Magazine qui s'appelait John Hort, qui avait choisi en fait les boxeurs du tournoi et qui avait justifié pourquoi il les choisissait. Sauf qu'on réalise qu'en fait, ce John Hort, il aurait été payé 5 000 $ par Don King pour gonfler les palmarès de certains boxeurs et même pour en inventer. C'est-à-dire que quand Don King il trouvait des boxeurs intéressants pour son tournoi qui acceptait de traiter avec lui, il voyait que leur palmarès c'était pas fou, il va dire on va un peu truquer ça. Et il a bénéficié de la complicité de John Hort pour faire ça. Donc ça c'est quand même assez fou. Et en fait on va découvrir que les fameux lieux originaux choisis, porte-avions, campus militaires, tout ça, il les a pas choisis que pour le spectacle Don King, il les a choisis parce qu'en fait ces lieux-là étaient hors des cadres de juridiction en fait des instances du sport. Donc s'il se passait quelque chose, il était plus ou moins couvert. La juridiction des instances du sport aux États-Unis ne rentrait pas en compte. Donc très malin, une fois encore. Et en fait, ce qu'on saura après, apparemment, c'est que les boxeurs participants devaient reverser 40% de leur bourse à Don King. Donc c'est pour ça qu'en fait beaucoup de boxeurs n'ont pas voulu participer. Je crois que d'ailleurs Marvin Hagler avait été courtisé pour y participer à l'époque. Et en fait il avait refusé par rapport à cette offre. Et ceux qui acceptaient, souvent c'était des boxeurs qui étaient un petit peu morts de faim on va dire, et qui n'avaient pas forcément des beaux palmarès. D'où la complicité de John Hort pour gonfler ses palmarès. Vous voyez un petit peu la machination qu'il a mis en place Don King. Et en fait c'est un auteur de l'époque, un écrivain de boxe, Malcolm Flash Gordon, qui était notamment le fondateur du Tonight Boxing Program and Weekly Newsletter, et qui était spécialisé, en fait, ce gars-là, dans la corruption sportive et dans la corruption notamment dans le monde de la boxe. Et c'est lui qui va fouiller et qui va découvrir le poteau rose. Et notamment, en fait, c'est lui qui va donc tout trouver sur ces histoires apparemment de bourse, même si ça n'a jamais été prouvé, cette histoire qui devait reverser 40%, parce que c'était un accord forcément un petit peu sous la table qui avait été fait entre King et les boxeurs, s'il a réellement existé, mais a priori, de ce qu'on en sait, ça aurait vraiment été le cas. Et en tout cas, ce gars-là va découvrir le proto-cause, monsieur Malcolm Flash Gordon, on le surnommait, j'ai dit tout à l'heure le mot Flash, c'était son surnom, et bien évidemment ça faisait pas partie de son nom, mais étant donné que c'est un gars qui justement arrivait à dénicher des scandales de corruption, on le surnommait Flash Gordon. Et avec l'appui du journaliste et coproducteur d'ABC Alex Wallo, en fait, il va réussir à convaincre la chaîne, donc ABC, de stopper le tournoi en cours, en leur disant, vous voyez bien que là, il y a une grosse corruption, les boxeurs qui combattent, on triche sur leur palmarès, ça peut être dangereux parce qu'on peut avoir des boxeurs de niveau qui ne sont pas équivalents, qui se retrouvent face à face, et ABC va accepter de stopper le tournoi. Et au final, c'est un scandale qui est très peu connu de Don King, c'est un scandale qui va être complètement étouffé à l'époque. Alors sûrement parce qu'on le verra, Don King, il a ses relations, il a de l'argent et il sait comment étouffer un scandale. En tout cas, ce qui va se passer, ce qu'il faut savoir, c'est que Ring fera le ménage dans sa rédaction, notamment au niveau de John Hort qui sera mis à la porte, et tous ceux qui avaient participé à cette machination seront mis à la porte. Mais dans cette histoire, il faut savoir que personne ne sera poursuivi juridiquement. Donc au final, tout va être étouffé et on n'en parlera plus. Donc
là encore, voilà, on voit un petit peu ce que peut faire Don King, l'influence, quand je vous dis que ce gars-là est capable de faire le meilleur comme le pire en fait. En tout cas, voilà, Don King, de plus en plus, il commence à se faire aussi cette réputation. Mohamed Ali va le quitter, notamment parce qu'il aurait appris un petit peu sur l'affaire de charité de l'hôpital de Cleveland, que tous les fonds n'étaient pas allés à l'hôpital, et Mohamed Ali va décider de quitter Don King. Donc à partir de là, Don King, il a plus grand monde dans le milieu poids lourd qui veut bosser avec lui, mais il va quand même réussir à mettre le grappin sur un nouveau qui monte beaucoup, c'est Larry Holmes. Et justement, en parlant de Larry Holmes, c'est Don King qui va organiser le fameux combat The Last Hurray, où en fait c'était le combat Larry Holmes contre Mohamed Ali, où Don King il savoure un petit peu sa revanche sur Ali qu'il a quitté, puisque Ali qui était déjà atteint de Parkinson va se faire massacrer dans ce combat et sera obligé d'abandonner. Et forcément, le fait d'avoir battu Ali, Holmes, ça rejaillit quand même sur lui. Alors pas forcément de manière positive, il y en a beaucoup qui vont le haïr pour ça, mais ça place quand même le nom de Holmes à un certain niveau. Et Don King, il se dit, voilà, j'ai trouvé ma nouvelle poule aux œufs d'or, ma nouvelle coqueluche des poids lourds. Sauf que la boxe change aussi en 1980, notamment. Dans les autres KT, il y a d'autres phénomènes qui émergent, notamment au début des années 80, la fameuse génération des Fabulous Four. Donc, vous connaissez Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns, Roberto Duran, Marvin Hagler. Et Don King, il va tout faire pour essayer de mettre le grappin sur ces gars-là. Au final, le seul qui parviendra à obtenir, c'est Duran. Et ça ne va pas durer très longtemps leur collaboration au final. Et du coup, à ce niveau-là, c'est Bob Arum qui va cette fois-ci lui damer le pion, puisque Bob Arum, il va quasiment tous les avoir dans son écurie. Hein. Les Hearns, les Leonard, les Hagler. Donc c'est vrai que les Fabulous Four, c'est Bob Arum qui est à la parade. D'ailleurs, il y a cette fameuse scène en 87 quand ils s'affrontent, Leonard et Hagler, où à la fin du combat, Don King monte sur le ring et Arum pète les plombs, va sur lui et tout, en disant il n'a rien à faire là, lui c'est moi l'organisateur, mais Don King toujours là pour prendre en fait, pour venir en vedette. En tout cas, c'est vrai que on voit que la concurrence aussi se renforce. Bob Arum a eu le nez fin et a mis la main avant lui sur ces talents-là. On a également Lou Douva qui rentre vraiment dans le business, enfin la famille Douva de façon générale qui rentre dans le business de la boxe. Donc Don King, il est un petit peu, il y a plus de concurrence. Qui plus est, manque de bol pour lui, à cette époque-là, dans cette première moitié des années 80, la boxe poids lourd, elle perd beaucoup de son éclat. C'est une période où les champions en fait ils se succèdent les uns après les autres. Alors Don King il arrive à quasiment tous les avoir dans son écurie. Il a le contrôle total des poids lourds, ça c'est ce qu'il a voulu garder. Mais au final, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que les poids lourds c'est plus trop ça. Donc Don King il doit se renouveler. Mais maintenant, comme je vous ai dit, les catégories médianes très populaires, welter, poids moyen, sont pris quand même par Bob Arum et la famille Douva. Qu'est-ce qu'il va faire ? Don King en fait il va faire un pari risqué sur les petites catégories. Et là, il faut encore dire qu'il va être magistral parce qu'il va faire monter beaucoup de boxeurs latinos, mexicains, portoricains et c'est notamment lui qui va orchestrer la fameuse rivalité entre le Mexique et Porto Rico. Alors attention, orchestrée, je ne dis pas inventée parce qu'elle existait déjà avant, j'avais fait d'ailleurs un podcast sur cette rivalité, mais c'est quand même sous Don King que ça va devenir vraiment un argument commercial, ce crunch un peu Mexique-Puerto Rico, et ça va être notamment avec le fameux combat entre Salvador Sanchez et Wilfredo Gomez, c'est Don King qui va monter tout ça, cette rivalité, ces deux drapeaux opposés, c'est Don King qui va le faire, et ça va super bien marcher, et il va récupérer tellement de boxeurs comme ça, des gars comme Edwin Rosario, évidemment il va prendre sous son aile dans son écurie Julio César Chavez, qui fait ses débuts fracassants, qui devient champion dans les années 80. Chavez sur la fin, ça devient vraiment, déjà on peut dire une légende. Donc oui, il a réussi à aller dans ces petites catégories et à les dynamiser. Et tous ces boxeurs latinos, et là encore, il les a eus un petit peu avec la même approche, en disant, ouais, vous savez, moi je suis noir, vous êtes latino, on se fait baiser par les blancs, donc on va faire du business ensemble et vous verrez, tout va bien se passer, quoi. Et c'est comme ça qu'il va rentrer beaucoup de boxeurs dans son écurie et qui va contribuer, mine de rien, Don King à dynamiser tout ça. Donc, si tu veux, Don King, forcément, il fait ses affaires, mais il faut dire qu'il nous offre du coup de belles affiches de boxe et il parvient à mettre la lumière sur des catégories qui jusque-là étaient un petit peu laissées pour compte. Il y a également une affaire qui se produit dans ces années 80. En 1984 exactement, Don King il est accusé de fraude fiscale. Et il va bien s'en sortir, il va être acquitté par les jurés. Et justement, c'est là où c'est assez fou, c'est qu'après avoir été acquitté, pour remercier les jurés, il va leur offrir un voyage, tout frais compris,
pour aller à Londres assister au championnat du monde de WBA des poids lourds entre Tim Witherspoon et Frank Bruno. Donc évidemment, oui, ça sent la corruption à plein nez, mais le gars s'en cache même pas, quoi. C'est assez fou, quoi. C'est incroyable quand tu vois Don King, c'est vraiment l'image du businessman escroc américain, quoi. C'est assez incroyable. Et d'ailleurs, aussi en parlant des championnats du monde de poids lourds, puisque cette catégorie, une fois encore, je vous le dis, dans les années 80, a du mal vraiment à retrouver l'éclat d'avant, il va décider d'organiser un tournoi chez les poids lourds, mais cette fois-ci, c'est plus un tournoi de prospect comme il avait voulu faire en 70. Là, c'est vraiment un tournoi majeur d'unification entre les champions, puisque dans l'ère des années 80, ça y est, on arrive, il y a eu la création de l'IBF, on a 3 champions. Et les gens disent, mais c'est absolument incroyable, chez les lourds, il n'y a aucune visibilité. Il y a 3 champions qui plus est éphémères, qui se succèdent les uns après les autres. Et Don King, il va dire, pour dynamiser tout ça, s'il y avait une unification, ça redonnerait un petit peu de l'aplomb à la KT. Et il va donc décider, étant donné qu'il a quasiment tous les boxeurs tenants de titre dans son écurie, d'organiser ce tournoi. Il n'y avait que Michael Spinks qu'il n'avait pas. Alors il va traiter avec Butch Lewis, qui était donc le promoteur de Spinks. Mais d'ailleurs Spinks qui au final ne participera pas au tournoi, au final il laissera son titre vacant et ça sera récupéré par Tony Tucker face à Buster Douglas, donc 2 boxeurs qui étaient chez Don King, donc il avait la même mise sur tout. Ceci dit, alors il y a eu dans ce tournoi un petit truc qui Don King ne voulait pas à la base, c'était un nouveau phénomène qui montait, c'était Mike Tyson. Alors pourquoi il voulait pas Mike Tyson, qui était méga populaire et qui d'ailleurs va tout exploser, va remporter le tournoi, vous le savez, va devenir le premier à unifier 3 ceintures chez les lourds. Mais parce que Mike Tyson, justement, n'était pas sous la promotion de Don King. Il était sous la promotion à l'époque, c'était Jim Jacobs, du coup, et Bill Clayton. C'était Jacobs et Clayton, et du coup, Don King, c'est pour ça qu'à la base, il ne voulait pas Tyson, parce qu'il n'avait pas le contrôle sur lui. Mais à partir du moment où Tyson va remporter ce tournoi, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout faire, Don King, pour obtenir le contrôle de Tyson, parce que Tyson remet de l'éclat sur la catégorie polo, et c'est une superstar. Mais une superstar du niveau d'Ali, voire même peut-être déjà à l'époque plus. Il fait des bourses, il fascine les foules d'une façon absolument incroyable. Il se dit, il faut que je l'ai. Alors ce qu'il fait Don King, étant donné qu'il n'a pas le contrôle sur Tyson, c'est qu'il va organiser des combats de Tyson. C'est-à-dire qu'il va proposer à Tyson des adversaires de son écurie pour pouvoir organiser des combats. Et il va notamment parvenir à convaincre Larry Holmes de sortir de sa retraite pour une grosse bourse pour aller affronter Mike Tyson, parce que Larry Holmes s'était retiré après sa seconde défaite polémique contre Spinks, et là il revient début 88 pour aller face à Tyson, et bon, c'est un gros événement au Convention Center d'Atlantic City, et ça fonctionne. Après ça, même Don King, il veut lui mettre en face à Tyson Tony Tubbs. Tony Tubbs, qui est un ancien champion, qui avait été un champion plus ou moins éphémère au milieu des années 80, qui était assez bon boxeur d'ailleurs, mais qui, avait sombré, qui avait eu la cocaïne, il y avait eu l'alcool, tout ce que tu veux. Le gars était devenu quasiment obèse, et c'était plus du tout vraiment un combat hyper hypant. D'ailleurs, on va le voir, Tyson va massacrer Tony Tubbs en 2 rounds. Mais là encore, où Don King il est malin, c'est que ce combat, tu pouvais difficilement le vendre, même sur le fait que Tony Tubbs était un ancien champion du monde de poids lourd. Qu'est-ce qu'il va faire Don King ? Quand on va lui dire, ouais mais c'est pas vendeur, il va dire, mais très bien, on va aller organiser ça au Japon. Pourquoi au Japon ? Parce qu'au Japon, la boxe est extrêmement populaire déjà, et Mike Tyson est une star au Japon, il est extrêmement populaire. Donc si tu veux le faire boxer au Japon, n'importe qui que tu lui mettes en face, mais les Japonais répondront présents, et effectivement ils vont remplir le Tokyo Dome, et ça va être un succès, pour un combat qui aux États-Unis n'aurait pas pris comme ça. Donc là encore, Don King, il sait tout ce qu'il faut, il sait surtout se placer, parce que c'est bien d'avoir les idées, mais de les mettre en place, lui il sait le faire. Et d'ailleurs Don King il va réussir même à s'immiscer dans la promotion du combat ensuite entre Tyson et Spinks, alors qu'il n'avait pas de parti pris direct pour aucun des 2 boxeurs, mais il va réussir à s'immiscer, et surtout à l'issue de ce combat il va réussir enfin à prendre le contrôle de Mike Tyson. Voilà, Mike Tyson qui en fait avait perdu Jacobs, l'un de ses managers avec lequel il s'entendait le plus, l'un de ses promoteurs avec lequel il s'entendait le plus, et Bill Clayton, celui qui restait, Tyson le détestait, donc du coup c'était un petit peu particulier, et Don King il a su surfer sur ça, il a su refaire le discours à Tyson, oui mais ne laisse pas un blanc te manipuler, te sucer comme une sangsue en fait quoi, et viens plutôt avec moi qui suis ton frère noir. D'ailleurs on peut voir qu'à cette époque Tyson il commence à avoir un petit peu des discours comme ça,
Et c'est au moment où il tombe en fait sous la main de Don King, dans les griffes plutôt même, il faut le dire, de Don King. Et Don King d'ailleurs, il avait des très gros projets pour Tyson. On avait fait une vidéo dessus sur la chaîne Box Attitude avec Jean-Charles. À un moment donné, il y avait une question d'une tournée mondiale de Tyson où il devait aller boxer à Londres, il devait aller en Italie, au Brésil, il devait aller en Chine, qui était en train de s'ouvrir au marché professionnel de la boxe, avec qui en parlait en tout cas. Il y avait des idées incroyables. Alors la tournée mondiale sera avortée parce que Tyson avait des ennuis judiciaires qui l'empêchaient de quitter le pays, mais Don King, il était parti pour mettre ça en place. Donc là encore, il aurait pu le faire, je pense, ça aurait été énorme. Donc c'est vous dire à quel point Don King, il organise quand même des événements boxe. Alors ce qui va se passer par la suite, vous le savez, il y aura évidemment la défaite de Tyson face à Douglas à Tokyo, où Don King d'ailleurs fera tout pour faire annuler la décision en disant que Douglas était resté trop longtemps au tapis dans le 8e round. Il n'arrivera pas à obtenir un gain de cause, mais c'est vrai qu'il a tout mis en place parce que Tyson, c'était sa poule aux œufs d'or. Et puis il va y avoir surtout le fait après que Tyson va se retrouver en prison, accusé de viol par Desiree Washington, il va se retrouver en prison pendant plusieurs années. Donc forcément, là il perd sa star, donc il perd sa vache à lait. Donc il va mettre le paquet à l'époque sur Julio César Chavez. Donc là encore, d'avoir réussi à faire d'un mec qui boxait chez les légers, super légers, une star de la boxe comme ça. Alors il y avait eu Roberto Duran à l'époque qui avait été très populaire, mais après Roberto Duran il est monté. Mais Chavez, les événements, une fois encore, Chavez contre Greg Hogan, le stade Azteca qui est rempli, c'est la plus grosse foule qu'on ait jamais vue pour un combat de boxe. Je crois qu'il y avait 120 000 spectateurs, un truc comme ça. C'est Don King qui organise ça au Mexique, au stade Azteca. C'est une fois encore du Don King, c'est incroyable tout ce qu'il est capable de faire. Et dans cette génération qui arrive dans les années 90, il récupère plein de talents, il récupère Terry Norris, il récupère Julian Jackson, il récupère Gerald McClellan, il va récupérer Ricardo Lopez, il va récupérer Félix Trinidad, d'ailleurs il va organiser à Puerto Rico des combats de Trinidad. Donc une fois encore, les années 90, alors c'est impressionnant parce que Don King il se met à mettre la main sur toute la boxe, même Bob Arum est complètement largué. Et c'est un petit peu son heure de gloire, c'est là où on le voit le plus en avant, Don King, et il organise des soirées boxe. Il faut voir les cartes qu'il fait. Il y a cette fameuse carte aussi de 1994 qui sera d'ailleurs élue événement de l'année Paris Magazine, qui était en fait une carte spéciale revanche où en fait ils prenaient des combats marquants de l'année précédente, ils organisaient des revanches. Et tu te retrouves avec Julio César Chavez contre Frankie Randall. En sous-carte, tu as Gerald McClellan versus Julian Jackson, tu as Terry Norris versus Simon Brown. C'est que des trucs comme ça, c'est incroyable quoi ce qu'il fait. Le tout sur la même carte, c'est-à-dire 3 combats qui feraient des têtes d'affiche aujourd'hui, et lui il te les monte quoi, en une seule soirée. Et c'était que ça, les soirées Don King des années 90, faut voir ce que c'est. Mais aujourd'hui, ceux qui ont découvert la boxe, là, la boxe moderne, quand des fois vous vous dites « Ah, en sous-carte, il y a un combat pas mal. » Ah ouais, pas mal ce gars de boxe. Mais allez voir les soirées que faisait Don King. Il y avait 4 championnats du monde avec des champions de qualité dans la même carte. C'est absolument incroyable. Et vous allez voir, on va encore en voir d'autres. Puisque, milieu des années 90, qu'est-ce qui se passe? Il y a le retour de Mike Tyson qui sort de prison. Et d'ailleurs, là, l'image est assez marquante. Tyson qui sort de prison. C'est Don King qui l'attend à la sortie et qui le prend dans sa limousine. Il lui remet le grappin dessus sitôt qu'il est sorti de prison, le gars. Et il va faire signer à Tyson un énorme contrat avec la chaîne Showtime, puisque à l'époque ils étaient avec HBO, puis c'était un peu brouillé et ils sont allés vers Showtime très rapidement, déjà début des années 90. Et avec Showtime, il va organiser, je crois que c'était un contrat de 6 combats, donc il était très bien rémunéré. Il va également faire un contrat avec le MGM Grand, donc le fameux casino de Las Vegas qui venait plus ou moins d'ouvrir ses portes. Je crois qu'il les a ouverts en 94. D'ailleurs, le premier événement, je crois qu'il y a eu au MGM, c'était Julio César Chavez et c'était organisé par Don King. Et c'était un contrat pour 4 combats au MGM Grand. Donc d'entrée de jeu, Tyson il est à peine sorti de prison. Don King il a tout organisé, les gros contrats. Et d'ailleurs c'est pareil, premier combat de Tyson à sortie de prison, fallait pas un gros adversaire, on choisit Peter McNeely, qui est un adversaire qui a aucune chance. Et Don King va réussir à faire une promo autour de ça, en jouant sur le fameux Great White Hope, donc l'espoir blanc, et il va te monter un truc. D'ailleurs, il l'avait déjà fait, j'en ai pas trop parlé de ça, mais avec Larry Holmes à l'époque, son combat face à Jerry Cooney, où il disait voilà c'est le Great White Hope, il a même mis beaucoup, ils ont reproché à Don King d'avoir mis beaucoup d'huile sur le feu, d'avoir alimenté les tensions raciales, puisqu'on sait que tout autour de ce combat il y a eu plein de trucs, c'est assez incroyable, on pourrait consacrer toute une vidéo sur ce combat. Mais là encore, il surfe sur cet aspect là, et c'est vrai que le combat qui n'aurait jamais été vendeur,
à Las Vegas, il va battre tous les records de vente de pay-per-view. À l'époque, mais ça va être... je sais plus combien de ventes de pay-per-view il totalise. Si je dis pas de bêtises, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était absolument énorme. C'était absolument énorme le nombre de pay-per-view. Je crois qu'ils étaient à 1 550 000 ventes de pay-per-view. Donc c'est énorme pour un tel combat qui a duré un round, enfin moins d'un round du coup, où on voyait que McNeely n'avait pas le niveau. Mais voilà, Don King, il est capable de te monter ça. Il y a eu d'ailleurs un film qui a été fait humoristique sur ça. J'ai plus le nom du film, c'est pas La couleur de l'argent, ou je sais plus, avec Samuel L. Jackson notamment et Jeff Goldblum, et qui en fait est une parodie de ce combat. Et c'est vrai que voilà, un gros coup encore de Don King qui s'est très bien se placer. Et Don King en 96 qui va organiser le fameux combat Tyson Holyfield qu'on attendait. Et là encore, le premier combat, donc au MGM Grand de Las Vegas, il va y avoir 3 championnats du monde poids lourd dans la même carte. On avait Henry Akinwande qui combattait, alors je crois que c'était Alexandrov pour la WBO. On avait ensuite Franz Botha contre Michael Moorer. Et après on avait Holyfield Tyson, 3 championnats du monde de poids lourd dans la même soirée, c'est du jamais vu. Et puis ça finit alors en apothéose, quoi. Tyson Holyfield. Et là encore, surprise, c'est Holyfield donné perdant par tous qui bat Tyson. Donc c'est incroyable, une fois encore, Don King, il est capable de faire ce genre d'événement. Alors ce qui va se passer, mine de rien, c'est qu'au bout d'un moment, ça va chaler. Mike Tyson va commencer à s'essouffler. Alors il va y avoir notamment l'affaire de la morsure de l'oreille d'Holyfield en 97 lors du combat revanche, qui était pourtant un combat qui a là encore fracassé tous les records de vente de pay-per-view. Ils étaient pas loin de 2 millions de ventes de pay-per-view. Si ça avait duré plus longtemps, peut-être qu'ils auraient réussi à l'avoir. Et au final, ce qui va se passer, c'est que Tyson va se séparer de Don King, puisque Tyson va se rendre compte, et ça je ne l'ai pas évoqué pour l'instant, mais on va en reparler, que Don King, oui, il a la fâcheuse tendance d'escroquer ses boxeurs. C'est d'ailleurs pour ça que Mohamed Ali s'était aussi séparé de Don King, et c'est pour ça que Ali intentera un procès à Don King, mais qui finira par abandonner les procédures judiciaires, parce que Don King, évidemment, il les connaît toutes. Larry Holmes en a été victime, on en reparlera, parce que Larry Holmes, il a vraiment chargé avec Don King, Larry Holmes. Et beaucoup de ses boxeurs, et forcément, Mike Tyson, il va se rendre compte que Don King l'a escroqué. Il va d'ailleurs aller l'attendre en bas de son hôtel à Las Vegas, il va s'en prendre à lui physiquement, donc du coup Don King pourra l'attaquer ensuite pour coups et blessures, mais ça va être la fin du duo Don King-Tyson, qui était devenu extrêmement célèbre, qui a même été parodié dans les Simpsons. À l'époque, je me souviens, c'était Elie et Dieudonné qui avait fait un sketch aussi où il parodiait ça. Donc voilà, c'était quand même un duo assez marquant. Mais là, c'est fini après cette histoire-là. Mais Don King, une fois encore, inarrêtable. Je veux dire, il met quasiment la main sur Holyfield. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, il n'est pas, je crois, le promoteur. Je crois que c'était Mourad Mohamed qui était le promoteur d'Holyfield. Mais Don King, en fait, donne à Holyfield des adversaires plus ou moins. Mais après, je crois qu'il va s'immiscer carrément dans la promotion. Il va devenir copromoteur d'Holyfield. Donc, une fois encore, c'est le gars en fait qui a la même mise sur la boxe. Donc en fait, il arrive à avoir presque qui il veut, Don King. C'est ça qui est fou. Il y a qu'Oscar de la Hoya qui est passé entre les mailles du filet, qui est allé avec Bob Arum. Ceci dit, là encore, Don King, il va trouver un petit peu la parade, puisque il a Félix Trinidad et il va faire partie donc de l'organisation de ce combat entre Trinidad et Oscar de la Hoya, qui va battre des records de vente de pay-per-view à l'époque pour les catégories hors poids lourd. Et au final, Trinidad qui va battre De La Hoya, d'une décision d'ailleurs très controversée. Beaucoup pensent que Don King serait peut-être impliqué dans une affaire de pot de vin avec les juges. Quoi qu'il en soit, Trinidad qui bat le Golden Boy De La Hoya, Trinidad il est sur le toit du monde et ça devient la nouvelle vache à lait, la nouvelle poule aux œufs d'or de Don King, Félix Trinidad, à fond sur le côté, la boxe à Puerto Rico, tout ça, bref. Une fois encore, Don King il rebondit toujours. Il y a d'ailleurs aussi une autre histoire en 1998, c'est qu'il est à nouveau poursuivi en justice. Alors, il en a eu plein des affaires en justice, mais celle-là, c'est une fraude à l'assurance. Et une fois encore, il va être acquitté. Et une fois encore, au juré qui l'a acquitté, il va leur offrir un voyage aux Bahamas, où en fait, ils ont plus ou moins un crédit et ils peuvent dépenser de l'argent de Don King dans des magasins de luxe un peu partout aux Bahamas. Voilà, ils ont un crédit qui leur est alloué pour ça. Et en plus de ça, il gagne également une place pour aller assister au championnat du monde des poids lourds entre Evander Holyfield et Von Bin. Donc bon, une fois encore du grand Don King, quoi. C'est assez incroyable, c'est le gars, voilà. Et c'est d'ailleurs dans les années 90 que sort le téléfilm sur lui avec Ving Rhames, qui est vraiment pas mal, j'en reparlerai peut-être après. Mais ouais, c'est un vrai personnage, Don King, c'est vraiment un personnage, il est parodié, il est imité, ça devient vraiment une star, une fois encore.
plus que certains boxeurs. Et il incarne tellement en fait cet escroc flamboyant en fait, Don King, c'est ça quoi. Mais cet homme d'affaires flamboyant aussi, parce qu'il monte des trucs qui sont incroyables quoi. Et une fois encore, on va y arriver, mais début des années 2000-2001, il va organiser le Middleweight World Championship Series, c'est-à-dire qu'il faut redynamiser la catégorie des poids moyens, qui n'était pas vraiment attractive. On avait 3 champions, Keith Holmes, on avait 4 champions, mais c'est vrai que les champions WBO, à l'époque la WBO était plus ou moins encore considérée comme une fédération de seconde zone, mais on avait Bernard Hopkins à l'IBF, Keith Holmes à la WBC et William Joppy à la WBA. Donc il a dit entre ces 3-là, il faut faire un tournoi. Et évidemment, c'était pas des grands de stars. Aujourd'hui, à l'époque, vraiment, Bernard Hopkins, on le connaissait un peu pour le trash talking, mais c'était pas un boxeur qui vendait vraiment. Les gens n'étaient pas fans de son style. Il dit, il me faut une star, donc il va choisir un 4e, puisque pour faire ce tournoi, il faut évidemment 4 participants, 2 demi-finales, une finale. Et en fait, il va choisir un boxeur son écurie et sa star, Félix Trinidad, qui avait été également champion chez les super welter entre-temps et qui voulait monter chez les moyens. Et il organise cet événement à New York, capitale de la boxe, avec à la clé pour le vainqueur donc l'unification des 3 ceintures et un trophée Sugar Ray Robinson. C'est un peu, en fait, il organise le Super Bowl de la boxe, quoi, Don King. Tu vois, tu as les playoffs, là c'est les 2 demi-finales, et après, allez, Super Bowl à New York. Et c'est vrai que c'est une fois encore un super événement organisé par Don King, un tournoi de ce niveau avec une unification. Aujourd'hui, vous allez me dire, on a un petit peu avec le Ali Trophy, avec les World Series, ce truc, mais jamais ça n'a eu l'impact médiatique parce que là, quand même, il y a des noms, Hopkins et Trinidad, tout ça, et ça finit d'ailleurs sur la finale Hopkins-Trinidad. Qui plus est, en plus, j'ai envie de te dire, avec d'autant plus d'aura parce que ça arrive juste après les attentats du 11 septembre à New York. C'est le premier gros événement sportif après les post-11 septembre. Il y a les pompiers qui sont là, il y a la chorale des policiers de New York qui sont là. Une fois encore, c'est super événement. Alors, je ne suis pas en train de te dire que c'est Don King qui a organisé les attentats pour avoir cet événement, mais le gars sait surfer sur tout, une fois encore, mais c'est incroyable, quoi. C'est un super événement. Et au final, sa poule aux œufs d'or, Trinidad perd face à Hopkins. Parce que souvent, c'est ça, dans les gros événements, mine de rien, ces poules aux œufs d'or perdent souvent à Don King. Et Hopkins, il était assez revanchard parce qu'il disait que Don King avait un petit peu mis des bâtons dans les roues de sa carrière, parce qu'il y avait opposé des boxeurs quand il était champion UBF, mais il ne voulait pas y opposer directement les champions avant ce tournoi. Alors, il n'avait pas, attention, il ne gérait pas la carrière de Bernard Hopkins, Don King, mais si tu veux, il était souvent impliqué dans les promotions parce que il avait la même mise sur la boxe et c'est lui qui proposait des adversaires à Hopkins. Et Hopkins, il a souvent dit que Don King a fait beaucoup de mal à lui, mais surtout à la boxe de façon générale. Et là, c'était un petit peu symbolique du coup que Hopkins il parvienne à prendre en fait Trinidad, à battre la petite poule aux œufs d'or de Don King. En tout cas, ça va être un des derniers gros trucs organisés par Don King parce que par la suite, la concurrence devient très rude. Bob Arum, il décèle des talents absolus. Malgré la perte d'Oscar de la Hoya, qui lui justement va fonder sa propre société de promotion Golden Boy, et du coup d'ailleurs Golden Boy va très vite rentrer dans le business. Donc c'est-à-dire que là il va avoir de plus en plus en fait Don King de concurrents. Et d'ailleurs qui va rejoindre Golden Boy? Bernard Hopkins, là encore, toujours en fait à contrecarrer un petit peu Don King. Et ils vont sur pas mal de trucs lui damer le pion puisqu'ils vont organiser des très gros événements. Et c'est vrai que le business de Don King à ce moment-là, dans les années 2000, prend un coup. Et il prend un coup aussi parce que il commence à avoir sa réputation, Don King. D'ailleurs, on se souvient de l'histoire aussi à la fin des années 90 qu'il a voulu signer les Klitschko. Vous le voyez dans le documentaire sur les Klitschko qui cherchent à les embobiner. Eux se sont pas laissés prendre justement, mais ça montre aussi que Don King il commence à avoir sa réputation. Ça commence à être, Don King, ça commence à être relié à la magouille. Il y a de plus en plus de boxeurs qui disent il m'a escroqué, tout ça. Du coup, il y a moins de gens qui veulent quand même traiter avec lui, quoi. Et puis, si tu veux, le truc de Don King, c'est qu'il s'est tellement mis en avant pour devenir une star, ça se retourne un peu contre lui parce que un boxeur comme Bob Arum, il a aussi des affaires très louches. Mais Bob Arum, il est moins mis en avant que Don King, il est moins flamboyant, il est beaucoup plus discret. Il va moins se faire remarquer. Don King, tu peux pas le louper. Donc en fait, Don King, on va dire qu'il va assumer un petit peu tout le côté sale, tout le côté obscur de la boxe. Quand on veut te présenter un petit peu le côté magouille de la boxe, souvent c'est Don King qu'on met en avant, quoi. Et c'est vrai que
ça va quand même ternir sa réputation. Et on va voir que sa société va perdre beaucoup, va pas vraiment se renouveler en termes de nouveaux talents signés, quoi. Ça, c'est clair. Il n'est plus vraiment impliqué dans les grosses affiches. Si vous regardez les grosses affiches des années 2000 par la suite, Don King n'est plus dans l'équation, quoi. Il n'est plus vraiment dans l'équation. Et pourtant, il va essayer de rebondir, notamment au début des années 2010. Il va même proposer aux frères Klitschko, donc Vitaly et Vladimir, 100 millions de dollars pour s'affronter. Parce qu'il se dit, voilà, il faut que j'essaie de reprendre les poids lourds, puisque les poids lourds, ça n'intéresse plus personne. Peut-être que là, je peux arriver à gratter quelque chose. Mais comme ça n'intéresse pas trop les gens, justement, le seul truc qui pourrait dynamiser la KT intéressée, ça serait un combat entre les deux frères Klitschko. Et il a été prêt à leur offrir 100 millions de dollars, a priori, pour faire ça. Où est-ce qu'il l'aurait organisé? Je ne sais pas, peut-être dans un pays étranger ou quoi, pour aller chercher des sommes pareilles, même si lui, il est devenu très riche, attention, Don King, et qui sait où trouver l'argent. Mais c'est vrai que les Klitschko, de toute façon, ont toujours refusé de se battre entre eux, ce qui est largement compréhensible, donc du coup, cet événement ne se fera pas. Et un des derniers champions qu'il avait, Don King, en lice, c'était chez les mi-lourds, c'était Tavoris Claude. Et Tavoris Claude, qui était champion IBF, il va être battu en 2013 par Bernard Hopkins. Et Bernard Hopkins, après ce combat, il se vantera de pousser Don King hors du business. C'est-à-dire maintenant, voilà, c'était le dernier champion qui lui restait quasiment. Enfin, je crois qu'il y en avait d'autres, mais c'était un des derniers en tout cas. Et il va dire, Hopkins, voilà, là je le jette définitivement dehors. Et Hopkins, il s'est souvent, une fois encore, vanté d'avoir foutu dehors Don King du business de la boxe en ayant battu pas mal des boxeurs qu'il a proposés. Et surtout aussi en ayant été en partenariat avec Golden Boy Promotion pour pouvoir un petit peu faire la concurrence à Don King et l'écraser. Il faut reconnaître qu'ils ont quand même plutôt pas mal réussi, même si une fois encore, est-ce que c'est eux directement, est-ce que c'est aussi la réputation que s'est taillé Don King? Ça, c'est autre chose. Toujours est-il que Don King, mine de rien, on n'entend plus beaucoup parler dans le monde de la boxe, mais il est toujours présent. Il a toujours sa société de promotion. Il n'y a pas si longtemps, il était promoteur, je crois qu'il l'est toujours, de Ilunga Makabu, qui était champion du monde de WBC chez les lourds légers. Et d'ailleurs, on a failli avoir peut-être presque un revival de Don King, puisqu'à un moment donné, il était question, rappelez-vous, que Canelo Alvarez monte en lourd léger pour affronter Makabu. Et forcément, Don King, il était aux anges, il était prêt à organiser le truc, lui. Et on aurait pu peut-être revoir Don King impliqué dans une affiche majeure de la boxe, ça aurait été complètement fou. Bon, au final, ça ne s'est pas fait. On a vu que récemment, il vient de signer avec Adrien Bronner, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast sur lui, parce que voilà, Don King, il est toujours là, mine de rien. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est plus du tout un promoteur majeur. Il y a Aleimon aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Aleimon déjà dans les années 2000, il commençait à placer ses pions. Et maintenant, oui, avec PBC, ils sont là. Et c'est vrai que Don King, il n'existe plus vraiment dans toute petite onde. Mais une fois encore, il est toujours là. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Don King, outre la boxe, il a plein d'autres activités. Il a fait énormément de placements financiers judicieux qui ont rapporté beaucoup. Il a des marques de vêtements, il a un parfum qui a son nom, il a une immense fortune. Don King, c'est un des hommes d'affaires qui a le mieux réussi en termes de gains de carrière, et aujourd'hui encore, il continue d'engranger des millions et des millions, alors qu'il a 92 ans. Donc ce gars-là, c'est vrai qu'il est quand même assez inarrêtable quand il réfléchit. Et c'est vrai que dans le monde de la boxe, ça a quand même été une figure majeure, à tel point que les fédérations WBC, WBA et IBF, donc les trois principales, on va dire, en fait, l'ont nommé officiellement plus grand promoteur de l'histoire. Donc devant Tex Richards, devant Bob Arum, c'est quand même incroyable, quoi. Et il a même été introduit au Hall of Fame de la boxe en 1997, Don King. Donc c'est vous dire, quoi. C'est vraiment vous dire ce personnage qui est dans le monde de la boxe, c'est une statue. Don King, c'est une pointure. Mais c'est vrai que on le sait, Don King, il a représenté par beaucoup d'aspects, énormément d'aspects, le côté obscur de la boxe. Il y a eu diverses magouilles. Il y a eu, effectivement, j'ai parlé de ces histoires de bourse. Quasiment tous ces poulains l'ont accusé de l'avoir escroqué. Larry Holmes, je vous en avais parlé tout à l'heure, mais ça a été fou. Larry Holmes, il l'a même, à un moment donné, c'était avant un combat, je ne sais plus quel combat exactement, mais Larry Holmes, en fait, avait la main cassée peu de jours avant, et Don King ne voulait pas annuler, et en fait, il va faire pression, il va intimider ouvertement Larry Holmes pour qu'il monte quand même sur le ring, et Larry Holmes s'en sortira. Mais c'est vrai que c'est assez fou, quoi. Tout ce qui s'est passé, le combat Holmes, une fois encore Jerry Cooney, où il a failli mettre Larry Holmes dans une position incroyable par rapport à tout ce qu'il avait fait. Il l'a escroqué sur sur plein de trucs. Et Larry Holmes, d'ailleurs, dira de Don King, il a beau être noir, c'est le plus grand négrier du XXe siècle, Don King. Voilà, je trouve que c'est assez bien dit.
Et voilà, mais il n'y a pas que l'Arium, c'est évidemment tous ces boxeurs au bout d'un moment ont fini avec de gros soucis. Mais c'est vrai que voilà, et Don King, on le sait, il avait d'ailleurs aussi une grosse proximité avec la mafia, avec la Cosa Nostra. On sait qu'il était apparemment très proche des familles Colombo et Gambino, qu'il a notamment beaucoup soutenu John Gotti dans ses procès, qui était un membre de la mafia. Il y a plein de trucs dans lesquels il est impliqué forcément, Don King. Et c'est vrai que ça fait ressortir tout le côté sale du business et de la boxe, quoi. C'est l'envers du rêve américain en gros. Mais à côté de ça, il faut reconnaître à Don King que il peut incarner le pire de la boxe, il peut aussi incarner le meilleur de la boxe. Parce que franchement, il nous a proposé des affiches et des galas, on n'avait jamais vu ça, et je pense qu'on ne reverra jamais ça dans la boxe. Et pour ça, il a fait beaucoup de bien à la boxe, Don King. Parce que allez voir ces galas qu'il organise dans les années 80, 90, je parle même pas des gros événements de la boxe poids lourd des années 70, mais rien que les galas des années 90, regardez, il y a 4 combats dans des galas qui font des têtes d'affiche d'aujourd'hui, qui sont même mieux que beaucoup de têtes d'affiche d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Donc c'est quand même incroyable ce gars-là, ce qu'il est capable de faire. Et paradoxalement aussi, ça a été avec lui qu'on a commencé à voir des boxeurs ne pas affronter les mecs au bon moment. Julio César Chavez par exemple, la fameuse revanche avec Meldrick Taylor qui arrive 4 ans trop tard, on avait reproché à Don King d'avoir fait traîner le truc et de reproposer, de remettre ce combat quand il savait que Taylor était prenable pour sa Poulouse d'or Chavez. Et oui, tout comme d'ailleurs on l'a accusé d'avoir organisé Tyson Holyfield plutôt que Tyson Bove ou Tyson Lewis parce que Holyfield était considéré comme fini. Bon, au final, le narratif s'est retourné puisque Holyfield a fini par battre Tyson. Mais il a commencé, c'est vrai, Don King aussi, à procéder un peu à cette politique de l'évitement, de protéger ses champions. Il y en a beaucoup qui disaient que c'est sur ça qu'il a miné la carte de Mike Tyson en lui proposant des adversaires moins balèzes, qui étaient plus à sa portée parce qu'il voulait surtout pas le mettre en difficulté. Mais j'ai envie de te dire, quand tu compares aujourd'hui, tu vas me dire, ah ouais, mais il y avait protégé, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas non plus faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fallait quand même proposer un minimum de marchandises, vu la conjoncture. Donc Don King, il nous a quand même offert des trucs qui étaient fabuleux. Puis quand il avait, surtout dans les années 90, un beau panel de boxeurs, j'ai envie de te dire, il était gagnant dans tous les cas, qui que ce soit qui gagne, même s'il avait des préférences, tel boxeur était plus vendeur, mais il nous a fait de ces soirées qui sont absolument incroyables. Donc ça, c'est vrai qu'il faut lui reconnaître, une fois encore, Don King, ça a incarné le meilleur et le pire de la boxe, quoi. C'est ça, mais d'un côté, on sait que ce milieu est bâti sur ça. On va pas se mentir. Alors, j'ai envie de dire, c'est vrai pour tout le sport, mais la boxe, voilà, une histoire par rapport à ça avec la mafia et tout, avec la mafia qui s'est introduite dans la boxe pour le racket et surtout, puisque c'est ça le premier but de la mafia, c'est-à-dire racketter les carrières des boxeurs, prendre sur les bourses. Ben voilà, Don King, il a perpétué ça, et comme beaucoup de promoteurs en fait. Donc oui, Don King, en fait, il charge un peu pour tout le monde, j'ai envie de te dire, parce que Bob Arum, une fois encore, t'as plein d'histoires, vous pouvez vous renseigner. Il y a plein de sales histoires aussi sur Bob Arum, mais c'est vrai que bon, Don King, voilà, c'est ça, ça représente ces mecs-là aussi qui font vivre ce sport, qui ont fait vivre la boxe, le noblard. Voilà, le noblard entre guillemets, quoi. Enfin, en tout cas, Don King, voilà, j'aimerais citer 2 phrases qu'il a dites, parce qu'on lui parle souvent de sa carrière et du coup, de l'image qu'il représente. Et en fait, il avait déclaré « Personne ne m'accorde le moindre crédit pour ce que j'ai accompli. Tous ces gens me diabolisent, mais qui peut se vanter de s'être sorti de la misère et du désespoir pour arriver là où j'en suis arrivé? Qui d'autre a enrichi par millions des jeunes noirs qui n'avaient rien? Qui a vécu une vie comme la mienne ?» Donc ça, c'est vraiment tout le personnage aussi de Don King. Et je vous citerai une autre citation aussi, mais je tenais aussi à dire avant ça que Don King, vous avez un excellent téléfilm que j'évoquais tout à l'heure avec Ving Rhames qui est vraiment pas mal. Si vous pouvez le voir, franchement, il est pas mal. C'est pas un gros budget, mais il y a une mise en scène qui est vraiment très sympa d'ailleurs. Et Ving Rhames joue d'ailleurs très bien Don King. Mais c'est vrai que voilà, Don King, personnage en fait romanesque de la boxe, clairement. C'est quand un promoteur devient presque plus fascinant que les boxeurs eux-mêmes. Et mine de rien, voilà, une fois encore, il incarne le pire et le meilleur. C'est-à-dire que la boxe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, n'aurait pas connu ses heures de gloire sans Don King, parce que si tu regardes, c'est peut-être sous l'ère Don King que la boxe a connu parmi ses plus belles heures de gloire, quoi. C'est ça qui est assez fou.
Donc voilà, Don King, ça nous laisse mitigés. C'est une personnalité qui est souvent détestée dans le monde de la boxe. Mais c'est vrai que moi, je suis pas là pour te dire il faut détester ou il faut aimer Don King, pas du tout. Mais si tu pèses dans la balance, effectivement, il a fait beaucoup de mal à la boxe. Don King, il a fait beaucoup de mal, je pense, à beaucoup de boxeurs. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'il nous a offert en termes de boxe aussi. Ça, c'est incroyable. Et je finirai sur cette citation de Don King qui dit « On ne sait jamais, la vraie vie est bien plus folle que la fiction. Sérieusement, qui aurait pu rêver d'une existence comme la mienne ? Moi, en tout cas, je n'y crois toujours pas. Chaque matin, quand je me réveille, je n'en reviens toujours pas d'avoir vécu ce que j'ai vécu. » Voilà, donc citation de fin, citation finale. Je vous remercie si vous avez écouté ce podcast jusque-là. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous savez que je les lis régulièrement. Je vous remercie pour votre fidélité à la chaîne. Et écoutez, on se retrouvera pour un prochain podcast. Salut à tous.